Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. On se retrouve cette semaine avec Karine Weiss. Bonjour Karine. Bonjour. Karine qui est professeure en psychologie sociale à l'Université Nîmes depuis quelques années maintenant. Donc qui nous fait le plaisir de sa visite pour nos vendredis. Bonjour Vénus sur le chat. Donc voilà, l'idée, vous avez vu, on a commencé la semaine dernière, ces rendez-vous réguliers. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu nos recherches et nos chercheurs, tout simplement, de l'Université de Nîmes. Donc bonjour à tous, bonjour Nico, bonjour Kerton, voilà. Donc n'hésitez pas, vous êtes sur le chat, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à intervenir quand vous voulez. Bon, on est deux, donc il peut y avoir un peu de délai, mais on prendra les questions, ne vous inquiétez pas. Mais pour commencer, je vais remettre à Karine le joker de l'émission, qui lui permettra, si elle le souhaite, de ne pas répondre aux questions, voilà, puisqu'on a quelques rubriques un peu rigolotes, donc ça te permet d'éviter, en gardant la tête haute, des questions très très gênantes qu'on peut poser. Je vais essayer de ne pas l'utiliser. Bon, très bien, c'est très fair-play de ta part. On va commencer donc cette émission avec notre première rubrique qu'on a très simplement intitulée le qui es-tu, que fais-tu, pour simplement que tu puisses nous présenter un petit peu voilà, quel cursus peut-être tu as eu, quel poste, en gros comment tu as évolué pour te retrouver ici et aujourd'hui quelle est ton activité. D'accord. Alors tu as déjà présenté mon nom, mon prénom et ma fonction première, on va dire. Donc, effectivement, je suis professeure en psychologie sociale et j'ajouterai et environnementale, même si on va voir que ça peut poser question. Et donc, j'ai commencé ma carrière à l'université de Bourgogne après avoir fait un doctorat à Paris Descartes sur les questions d'adaptation interindividuelle, on va dire, à des situations extrêmes. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé à l'époque sur les environnements isolés et confinés. Il faut comprendre par là donc, les stations polaires en Antarctique. Et aussi, j'ai travaillé un petit peu sur des simulations de missions spatiales. À l'époque, on travaillait sur les vols habités pour aller sur Mars. Donc, j'avais participé au programme Mars 500 en collaboration avec les Russes pour essayer de comprendre. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est toi qui as inspiré le Life on Mars de David Bowie? Je pense que... Je suis un peu plus jeune que ça. Life on Mars, c'est un titre quand même relativement récent. Ah ouais, parce que pour moi, David Bowie, c'était déjà vieux quand j'étais jeune. Je crois que c'est les années 2000. Hein. Enfin, peut-être que le chat va dire, mais il me semble que c'est 2003. Ah, peut-être, d'accord. Bah, oui, donc je suis la muse de David Bowie. Ça y est, quel honneur. Et si seulement. Mais... Non, trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'il y a une époque où on parlait beaucoup des vols habités vers Mars, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Ça fait toujours partie des préoccupations des agences spatiales, mais je crois qu'on a bifurqué un peu pour revenir sur des vols de type touristique dernièrement ou sur des vols vers la Lune. Et voilà, on sait que le vol sur Mars, techniquement, il sera possible. Et les questions qui nous occupaient à l'époque et qui occupent toujours les stations, enfin les agences, pardon, c'est de savoir... Est-ce que des humains seraient capables de vivre 2 ans sur un aller-retour pour Mars, avec toutes les contraintes que ça signifie aussi en termes de communication, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que la station spatiale. Il y a d'autres contraintes. Et donc, voilà pourquoi on avait travaillé sur ce protocole où il s'agissait d'avoir 8 personnes isolées pendant 520 jours dans une capsule spatiale. D'accord, donc Life on Mars, je me suis planté complètement. C'était beaucoup plus ancien. Merci le chat de rétablir ma jeunesse. La vérité, donc non. Et surtout, voilà, fin du mensonge. Fin je du n'ai mensonge. Pas la muse de David Bowie. Non, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, je n'ai pas fini. Fini. Mais non, mais c'est vrai que on a été perturbés par David Bowie. C'est ma faute. Et donc, après ça, je suis arrivée à l'Université de Nîmes en 2010, puisque tu disais de quelques années déjà. Et donc là, j'étais ravie d'arriver ici parce que c'est ici qu'il y a le seul master de psychologie sociale et environnementale. Donc, j'ai intégré à ce moment-là et ça m'intéressait énormément de travailler dans ce contexte-là. Et ça m'a permis de développer d'autres types de recherches, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé sur ces situations un peu spécifiques,
j'ai voulu élargir mon champ pour pouvoir aussi répondre aux besoins des étudiants, qui était de pouvoir travailler aussi sur des problématiques environnementales spécifiques. Donc au départ, je travaillais beaucoup sur le stress, et en particulier le stress lié aux catastrophes naturelles. Ça, je continue un peu là-dessus. Et puis aussi sur de plus en plus tout ce qui va être associé aux changements environnementaux. Très bien. Donc en fait, effectivement, donc quelque chose. Bon, psychologie sociale, c'est la grande discipline, mais en fait, on voit que l'environnement, c'est vraiment très très présent. Et donc, tu t'as largement glissé vers la psychologie environnementale. C'est ça. C'est vrai que l'environnement, c'est vraiment la spécificité de ce qui m'intéresse dans le domaine de la psychologie sociale. Et c'était vraiment, surtout au départ, le fait que je travaille sur ces situations un peu extrêmes, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment un groupe isolé vivait avec un espace restreint, dans un espace restreint, et qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact dans les relations sociales qui allaient se développer dans ce groupe, et aussi comment le fait que ce groupe soit isolé, ça pouvait avoir un impact à l'inverse dans leur gestion de cet espace restreint. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus en me disant que si le groupe fonctionnait bien, si on arrivait à trouver aussi des solutions pour l'aider à mieux fonctionner sur cette durée relativement longue, parce que même un hivernage en Antarctique, c'est 1 an, eh bien, on pouvait aussi travailler sur, par exemple, quand on recrute des sujets pour faire ce type d'expérience, pas seulement sur des aspects personnels, de personnalité, de résistance au stress, etc., mais aussi sur des compétences sociales. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça aussi qu'il y a cette approche psychosociale. D'accord, donc très intéressant. Maintenant, on va passer à la deuxième rubrique, alors avec une approche un peu différente, où en fait on s'est dit finalement, on peut toujours s'interroger sur l'utilité de la recherche de manière générale, et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir des explications de la part de nos chercheurs, des choses très, très vulgarisées pour expliquer finalement à quoi ça sert. Bon, les exemples que tu nous as donnés montrent déjà un petit peu. On se dit que ça pourrait être sympa de le faire comme si tu donnais cette explication à un enfant. Alors voilà, on a un petit jingle manuel avec le téléphone. Dis, à quoi ça sert ce que tu fais? Alors, à quoi ça sert ce que je fais? Ça sert surtout à comprendre comment les personnes réagissent face à des problèmes où l'environnement est important. Voilà, on pourrait résumer. Si je devais résumer en une seule phrase, ce serait ça, une phrase, je pense, qui est compréhensible. Alors, peut-être qu'il faut donner des exemples pour ça, parce que c'est vrai que quand on parle de psychologie environnementale, on se dit psychologie et environnement, ça ne va pas ensemble. Psychologie, c'est les gens, environnement, ce n'est pas forcément les gens, même si ça intègre pour nous les gens, c'est aussi l'environnement social. Mais c'est vrai que parfois, on m'a demandé si je psychanalysais des arbres. Voilà, donc non, nous ne parlons pas aux arbres. Très bonne compréhension de la psychologie sociale et environnementale. Donc, mais oui, c'est vrai que ça questionne, se dire, finalement, c'est pas évident de comprendre finalement qu'est-ce que vient faire la psychologie là-dedans. Alors, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, la psychologie, elle va intervenir là où la technologie n'est pas suffisante, ou bien là où il faut l'accompagner. Et par exemple, dans le cadre, je disais tout à l'heure, je travaillais dans le cadre des catastrophes naturelles. Bien, on met des solutions techniques en place. On le voit à Nîmes, par exemple, on le voit très bien. Il y a eu les cas d'euro, il y a des digues parfois qui sont construites, etc., etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est en cas d'inondation, par exemple, comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils sont préparés? Comment est-ce qu'on peut mieux les aider à se préparer, à faire face à ce type d'événement? Est-ce qu'ils vont être capables de savoir quoi faire? Est-ce qu'on peut éviter des mouvements de panique? Ce genre de choses. Et récemment, par exemple, on a aussi travaillé avec des collègues d'Avignon sur la question de l'alerte. C'est le projet Cap Le projet Cap Alerte, oui. Qui est, du coup, là où on voit vraiment la limite de la technique, puisque aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur vise à mettre en place l'alerte par SMS géolocalisée en juin 2022. Ça fait partie d'une directive européenne. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va écrire dans ces SMS pour qu'ils soient compris et que les gens réagissent le mieux possible et le plus rapidement possible. Donc voilà, on est vraiment sur des problématiques, je pense, du coup, qui sont vraiment très utiles. Et c'est ça aussi la psychologie environnementale. Depuis le début, Kurt Lewin, dans les années 40, disait « c'est une discipline qui doit répondre à des problématiques sociales ». Et on est vraiment dans cette optique-là. Effectivement, très bien. Alors, on a juste une question de Nico Unim, donc on imagine qu'on doit le connaître.
Et il y a plusieurs Nicolas, le problème à Unity, donc c'est l'un d'entre eux. Est-ce que vous avez vu le film Don't Look Up et que pensez-vous de notre position face au changement climatique? Alors, j'ai pas encore vu Don't Look Up parce que j'ai pas Netflix. Avec DiCaprio. Ouais. C'est de DiCaprio, je pense. J'ai pas encore vu, mais ça fait partie de mes projets à court terme, on va dire. Donc en fait, j'ai vu l'avant. Moi, j'ai pas vu, mais moi aussi, vas-y, du coup, je te laisse. Donc effectivement, de ce que j'ai compris, mais Nico Unim nous dira si je me trompe, il met en évidence, il réfléchit sur l'inaction climatique et surtout sur le fait que nous soyons... nous ne voulons pas voir, nous sommes dans une forme de déni. Donc, Nico, ça c'est pas. Je crois que c'est illégal. Mais merci beaucoup de ta proposition. Mais pourquoi pas, merci Nico, on se voit après l'émission. Donc oui, c'est d'une part l'inaction climatique et d'autre part notre déni des connaissances climatiques. Et effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à cette question-là. Donc, ça fait partie des domaines vers lesquels je vais aujourd'hui, des domaines de recherche vers lesquels je vais aujourd'hui et qui sont passionnants. Parce que là aussi, une démarche qui est dans le cadre d'une réponse sociale importante. Et je crois qu'on n'en parle pas assez, effectivement, de ces questions, de nos réactions et de notre capacité d'adaptation face au changement climatique. Et alors oui, que pensez-vous de notre position face au changement climatique? Il y aurait énormément à dire. Par quoi commencer? Par le fait qu'effectivement, il y a une forme d'inaction des populations, mais il y a aussi le fait que c'est difficile pour les gens de savoir quoi faire. On leur dit qu'il faut agir face au changement climatique, mais qu'est-ce que ça signifie en soi? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Est-ce que je dois consommer moins, changer mon mode de transport, consommer différemment, voter, mais pour qui? Voilà. C'est très complexe en fait, parce que on sait que l'on doit agir, ou peut-être parfois on ne le sait pas, parce qu'il y a aussi des climato-sceptiques et on pourra peut-être en parler. Mais au-delà de ça, agir, qu'est-ce que ça signifie pour la population? Et agir, est-ce que c'est efficace au niveau des individus? Et est-ce que ça doit être fait à un niveau plus global, à un niveau politique, à un niveau national, à un niveau international? Est-ce que l'ensemble doit être connecté? Voilà, c'est toutes ces questions aussi qui expliquent notre difficulté à agir. Et puis aussi le fait que l'on souhaite préserver notre confort, je pense, face à ces questions-là. Mais il y a des solutions qui sont proposées qui entraînent des controverses, parce que, par exemple, quand on réfléchit à l'énergie, qu'est-ce qu'on fait pour consommer? Est-ce qu'on doit consommer moins d'énergie? Est-ce qu'on doit aller vers des énergies dites durables? Est-ce qu'elles sont vraiment durables? Enfin, voilà, moi, là, pour le coup, je n'ai pas forcément les connaissances scientifiques pour répondre à ces questions, par exemple, spécifiques à l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Ce sont des questions, je pense, qui sont fondamentales et qui vont forcément entraîner des controverses, parce que les réponses, même apportées par les scientifiques, ne sont pas si simples que ça. Oui, et puis bon, là, en plus, dans la période actuelle, on a bien vu, la vérité scientifique de moment n'est pas celle de 6 mois plus tard. Donc c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse aussi en psychologie sociale, c'est ces réactions face à l'incertitude. Et aussi, on se rend compte que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait la capacité de, entre guillemets, contrôler un certain nombre de choses pour pouvoir agir. C'est-à-dire que si on nous dit maintenant c'est trop tard, il y a certains discours qui vont dans ce sens-là en disant c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Là, il n'y a aucune raison pour qu'on agisse foutu pour foutu. autant y aller. Hein. Ça, c'est le discours de fête de fin d'année. Hein. Voilà. Donc, c'est passé c'était la fête de trop. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, cette incertitude, il faut qu'on puisse avoir des réponses face à cette incertitude-là pour pouvoir avoir des moyens d'action. Et si on commence à avoir des moyens d'action qui nous paraissent crédible, efficace, peut-être que là, on va pouvoir aller vers quelque chose. Mais moi, alors ça, c'est pas le point de vue scientifique, c'est un point de vue personnel. Je pense que derrière ça, il y a une action aussi déjà politique qui doit être mise en œuvre. Et on vient de signer avec 1400 autres scientifiques une tribune pour alerter les candidats à l'élection présidentielle sur le fait que le
climat, justement, l'alerte qu'on lance aujourd'hui, l'urgence climatique, elle est complètement absente du débat politique et du débat démocratique, et personne n'a le courage d'en parler et de proposer des solutions. Oui, effectivement, c'est vrai que pour moi, c'est une surprise aussi. Parce que, moi, j'ai eu l'impression que pendant le dernier quinquennat, justement, c'est une question qui était déjà présente avant ce quinquennat-là, mais j'ai eu l'impression qu'il a pris de l'importance et finalement, on ne l'aura pas du tout passé. Elle a pris de l'importance socialement, mais pas politiquement. Qu'est-ce qui a été fait dans cette tribune, on demande justement aux politiques, quels qu'ils soient, là je ne prends pas de position politique, mais finalement, dans leur programme, de dire qu'ils vont assumer leur inaction climatique, puisque finalement, c'est ce qui est en train de se passer. On a Alexandre qui nous pose une question. Comment pensez-vous que nous devons nous placer par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques avec une neige à 100% artificielle et un village olympique construit au milieu d'une réserve naturelle? Ben oui, la réponse est dans la question, non? Oui, je pense qu'on va dire que moi je trouve que c'est plutôt une belle solution qui a été apportée à la problématique. Non, mais c'est génial, la neige 100% artificielle, il fallait y penser. Techniquement, quand même, c'est incroyable comme réussite. Non, mais oui, c'est une aberration, évidemment. C'est vrai que je disais tout à l'heure que certains pays ont soi-disant, alors boycotté, je trouve que c'est un grand mot pour ce qu'ils ont fait, parce que finalement, c'est simplement... Il n'y a pas de délégation officielle ils participent certains sans pays, mais ils participent quand même. La France a choisi de ne pas boycotter. Ça questionne quand même aussi, et parce que soi-disant le sport est au-dessus de tout. C'est un peu comme quand... bon bref, je ne vais pas faire un parallèle nauséabond, mais... mais oui, moi ça me fait penser à... Il faut séparer l'artiste... de l'œuvre, voilà. Non, mais c'est vrai mais on est un peu dans ces questions-là. C'est un peu facile d'avoir ces discours-là, d'ailleurs, oui, mais bon, les Jeux Olympiques, quand même, oui. À un moment donné, peut-être que le problème, il est en amont. C'est pourquoi est-ce qu'on a autorisé l'organisation de Jeux Olympiques d'hiver à cet endroit-là, avec ces conditions-là, tout comme on a autorisé la Coupe du Monde de foot au Qatar, en sachant que... on va travailler dans un environnement qui va être quasiment entièrement climatisé. C'est pourquoi, à un moment donné, les organismes responsables de l'attribution de ce type d'événement ne se posent pas ces questions-là. Moi, c'est ça qui est aberrant. C'est pas que la Chine le fasse. C'est qu'en amont, de façon internationale, les gens se sont mis d'accord pour cette solution. Oui, c'est ça. Et puis, le fait de dire... le discours que tu tiens là, ça ne veut pas dire... Oui, mais on va... Ça ne veut pas dire que tu es favorable à l'annulation des JO. C'est juste que réfléchissons à ce qu'on fait avant. Faisons-le dans des conditions qui permettent, si on le fait, si on doit le faire, parce que peut-être que la question doit se poser aussi, si on doit le faire, faisons-le dans des conditions qui tiennent compte de ces questions qui sont primordiales. Après, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les faire en regroupant tout le monde au même endroit? Peut-être qu'on pourrait imaginer des JO qui sont sur plusieurs lieux. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas autre chose pour éviter que... tout le monde prenne l'avion pour traverser la planète. Je ne sais pas, je trouve qu'on est sur un mode de fonctionnement qui est un peu archaïque et qui mériterait qu'on y réfléchisse différemment. Comme d'ailleurs, pour répondre à la question de Nico Unim précédemment, c'est que peut-être qu'il faut aussi qu'on ait le courage de réfléchir différemment aux solutions. Simplement, on est dans une stratégie d'adaptation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaye de continuer à faire ce qu'on est en train de faire, mais peut-être un petit peu différemment pour amorcer un petit changement. Mais il faudrait qu'on soit plutôt aujourd'hui dans une stratégie de changement structurel avec des possibilités de penser différemment ces problèmes. Oui. Après, est-ce que... moi, j'ai l'impression, mais vraiment, là, je suis le spectateur lambda. Est-ce que... c'est pas parce qu'on a, on a une peur économique, en fait. On se dit, économiquement, on ne sait pas fonctionner autrement. On ne sait pas faire. Et les changements que ça impliquerait, ils nous amènent vers trop d'incertitudes économiques. Et on préfère être dans la certitude environnementale qu'on va à la catastrophe et dans la certitude économique plutôt que de dire on change un petit peu les curseurs, quitte à rentrer dans un peu d'incertitude économique. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est l'économie qui dirige qui dirige le monde, en fait. Et qu'on est dans ce paradigme-là. C'est un peu ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on est capable de changer de paradigme?
Avec toute l'incertitude que ça... Quand on change de paradigme, on est forcé, on passe par des phases de flottement où on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a travaillé dans cette optique-là, enfin, ça me fait penser à un travail qu'on a mené avec des agriculteurs. Donc là, on a mené plusieurs programmes de recherche, dont un au Groenland, dans les Alpes en France, et puis une doctorante qui a travaillé sur les motivations et les représentations sociales de l'agriculture chez les agriculteurs pour les amener à passer au biologique, à l'agriculture biologique. Et en fait, on se rend compte que le plus souvent, chez les agriculteurs, quand on les a interrogés, ce n'était pas forcément l'environnement, leur motivation pour faire du bio ou pour changer leur pratique. Leur motivation, elle est celle de survivre avec leur activité. Et survivre avec son activité, il y a deux solutions là aussi qui se présentent, un peu comme ce que je disais précédemment. C'est soit j'adapte et je vais profiter, par exemple, de ce que me permet l'État ou l'Union européenne en termes de subventions pour adapter mes pratiques. Et donc, je sais qu'à court terme, je vais pouvoir continuer à vivre de mes pratiques agricoles sans trop changer et sans prendre de risques. Ou alors, je prends le risque de changer complètement d'activité ou de changer complètement de ma façon de mener mon activité. Ça va me coûter cher, ça va demander une prise de risque importante, mais là, peut-être que ça me permettra de survivre plus longtemps de vivre plus longtemps de cette activité, et puis de façon durable, donc en préservant l'écosystème agricole que je suis en train d'utiliser. Et on se rend compte qu'il y a ces deux stratégies qui sont possibles, et que ceux, par exemple, qui ont décidé de faire un passage au bio, ils sont dans cette deuxième stratégie. Parce que ça va leur demander de changer leurs outils de travail, ça va leur demander de changer de type d'agriculture, ça va leur demander énormément de changements. C'est une forte prise de risque parce qu'ils vont changer aussi de clientèle, etc. Et donc, du coup, c'est ça qui va leur permettre de changer et, du coup, ensuite, de prendre plus en compte l'environnement aussi et les problématiques de l'écosystème. Effectivement, c'est vrai que c'est vraiment un bon exemple. Donc, effectivement, on a nos doctorants qui sont omniprésents sur le chat. Donc, Alexandre Gonzalez qui s'est présenté et Nico aussi, qu'on a maintenant identifié puisque c'est un doctorant d'écart, mais sauf erreur de ma part, il n'y en a qu'un seul. Voilà, donc on sait qui tu es, on te retrouvera. Donc, deux questions de Nico. Si vous avez pu voir les travaux de Jean-Marc Jancovici, le problème, c'est que si on arrête tout aujourd'hui, on est quand même à plus 1,5 degré dans 20 ans. Et si on continue, on serait à plus 7 en 2100, donc selon les travaux de Jancovici, effectivement. Oui, j'ai vu, j'ai lu Jancovici, je l'ai écouté. Effectivement, je trouve que c'est... D'ailleurs, il tient un peu le même discours sur justement le changement, peut-être qui doit se réfléchir différemment sur les transports, par exemple, ou sur l'énergie, et sur le mode économique en particulier dans lequel on est. Donc après, Jancovici, je sais qu'il est très controversé justement sur les questions nucléaires. Mais au-delà de ça, son approche, elle est intéressante parce qu'elle essaye d'être relativement globale en regardant des indicateurs assez diversifiés et leur évolution depuis 50 ans. Et ça, c'est intéressant et c'est ce qui permet effectivement ces projections dans 20 ans ou dans 100 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on arrête tout aujourd'hui, on sera quand même à 1,5 degré dans 20 ans? Ouais, peut-être, mais après, je pense qu'on n'est pas forcément capable de savoir où on sera dans 20 ans et comment les choses peuvent évoluer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le réchauffement, il est dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel des connaissances, il est inéluctable. Donc, oui, il faut effectivement agir. Alors après, comment on fait pour passer d'une stratégie d'adaptation à une stratégie de transformation radicale? Franchement, si je le savais, je pense que je serais la prochaine présidentiable, ce qui n'est pas du tout dans mes projets. Ça peut être utile dans tous les domaines, hein. C'est la réponse à cette question. Non, mais voilà. Alors, comment on fait pour y passer? Là, moi, j'ai l'exemple de la recherche dont je vous parlais avec nos agriculteurs, hein, qu'ils soient en France ou ailleurs, puisqu'on a vu aussi dans la littérature au Népal, par exemple, les mêmes types de problématiques. Et donc, ceux qui passent d'une stratégie d'adaptation à une stratégie de transformation structurelle, ce sont ceux qui ont pris conscience que leur façon de faire aujourd'hui n'était pas viable sur la durée. Et ils en ont pris conscience, alors après, avec soit parce qu'en utilisant des pesticides, ils se sont rendus malades, soit parce que
Ils voient que leur production continue à baisser et que, par exemple, les subventions qui sont faites par l'État ou par l'Union européenne, pour ce qui est de la France, vont être modifiées régulièrement et vont être associées à des pratiques différentes et que de toute façon, il va falloir que leur stratégie d'adaptation elle soit continue. Soit parce qu'ils comprennent que les stratégies d'adaptation, c'est que du court terme et qu'on va arriver à une impasse. Donc finalement, nous, ce qu'on a vu, c'est que c'était vraiment associé à leur représentation sociale de leur métier et à la représentation sociale de l'environnement. Et c'est ça qui allait avoir un impact sur leur choix de modification des pratiques, finalement. Oui, donc Valentin qui nous demande, donc Valentin Duvauchel, qu'on connaît aussi, avec quelles autres disciplines est-il je vais y arriver. Avec quelles autres disciplines est-il possible de collaborer pour travailler sur vos sujets de recherche? Collaborez-vous avec des industriels ou des particuliers? Alors, avec quelles autres disciplines? Beaucoup. On a collaboré alors récemment avec des géographes. Au sein de l'université, je travaille beaucoup avec Béatrice Gisclard en design. Et l'approche du design social et la nôtre est assez proche et très complémentaire. Ça, c'est pour ce qui est des sciences on va dire humaines et sociales. Dans le programme dont je parlais sur le Groenland, c'est un programme très interdisciplinaire où il y a des historiens aussi qui ont travaillé là-dessus pour voir l'évolution des sociétés et des pratiques dans l'histoire, avec des météorologues. Au sein de l'université, je travaille aussi avec des collègues en sciences dures, on va dire, en sciences inhumaines, comme j'ai l'habitude de dire. Pas sûr que ça plaise beaucoup à nos doctorants d'écart. Sciences inhumaines et asociales. Très bien. Voilà, en plus. Non, mais voilà, qui travaillent sur... par exemple, on a un programme là qui vient de démarrer sur l'eau et sur l'utilisation, la façon d'utiliser l'eau retraitée et qu'est-ce qu'on peut en faire après de ces eaux traitées, les eaux usées donc traitées, et voilà, quelles sont les différentes possibilités, notamment en termes de recharge de nappes phréatiques. Donc ça, c'est le côté sciences dures. Et nous, derrière, on s'intéresse à la façon dont ces eaux traitées sont perçues par le public. Quels sont les risques perçus liés aux différents types de traitement des eaux et donc aux différents types d'utilisation de ces eaux traitées, par exemple. Et donc, voilà, en fait, il y a pas mal de collaborations possibles. Ça va dépendre un peu de qu'est-ce qu'on entend par collaboration. Souvent, on va travailler ensemble sur des sujets un petit peu en parallèle et puis remettre ensemble nos connaissances pour essayer d'avancer. Quand je parlais des agriculteurs, il y a aussi un aspect justement associé à l'utilisation des pesticides. Ça, c'est aussi un travail qu'on avait fait avec l'université. Et donc là, il y a tout à fait des collaborations possibles avec des personnes qui font des recherches sur les produits phytosanitaires, leurs impacts sur la santé, leurs impacts sur la biodiversité, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait possibles. Et alors, est-ce que je collabore avec des industriels ou des particuliers? Alors, des particuliers, qu'est-ce que c'est des particuliers? En fait, on collabore souvent avec des personnes pour lesquelles nos résultats sont intéressants. Donc, oui. Alors, je n'ai pas directement avec des industriels, mais oui, ça nous est arrivé de travailler. Sauf que c'est révélateur en plus. Le fait justement qu'il n'y ait pas encore, parce que les industriels vont s'y intéresser, enfin, c'est une évidence. Mais le fait qu'on en soit à la situation où on en est et qu'il n'y ait pas finalement tant de collaboration avec les industriels sur ces thématiques-là, ça montre quand même qu'il y a un fossé qui est incroyable. Après, il y en a, mais ça devrait être permanent dans chacun de tes projets sur la psychologie environnementale. Voilà, ça devrait intéresser davantage les industriels, mais bon, le problème, c'est que ce n'est pas un souci immédiat. Pour un industriel, c'est pas demain, c'est après-demain, donc on a encore le temps. C'est pas quelque chose qui va leur rapporter de l'argent tout de suite. Voilà. Non, mais par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas de l'argent que ça va leur rapporter dans quelques temps, c'est leur survie. Et c'est dommage de voir ça. TCS 2022. Comment sensibiliser les populations défavorisées ou sous le seuil de pauvreté à une urgence climatique et environnementale quand les politiques et les grands patrons n'agissent pas eux-mêmes? Les mesures à entreprendre n'ont-elles pas pour le moment un coût trop élevé? Ah ben c'est Shaima. C'est Shaima. Alors, c'est une question intéressante.
Mais effectivement, c'est peut-être pas là que les choses se passent. Parce que on sait que alors j'ai plus les chiffres en tête parce que je suis pas très bonne avec les chiffres, mais on sait que effectivement les plus polluants, ce sont les plus riches. Mais c'est vraiment avec un pourcentage très très élevé. Donc oui, on peut sensibiliser les populations défavorisées, mais effectivement les populations sous le seuil de pauvreté, c'est pas leur problème. Le problème, c'est de manger, et c'est de vivre, de survivre, de trouver du travail, d'être mieux logé. Il y a plein d'autres problématiques pour ces populations. On ne va pas leur demander d'isoler leur logement si c'est déjà un logement insalubre, par exemple. Donc je pense que pour moi, le problème, il n'est pas là. Parce qu'effectivement, les plus polluants, ceux qui doivent agir en priorité, c'est les plus riches. C'est ceux qui achètent les grosses voitures qui polluent beaucoup. Voilà, on sait que par exemple, les ventes de SUV ont fait augmenter de 20%, je crois, la pollution liée aux véhicules personnels. Donc, c'est un truc assez hallucinant. Et ça, c'est pas les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté qui vont agir dans cette direction-là. Alors après, oui, je peux avoir une voiture qui pollue beaucoup parce qu'elle est vieille et pas adaptée, mais malheureusement, c'est aussi ces personnes-là qu'on va comment dire pénaliser quand on va mettre en place des zones comme il va être fait à Montpellier là, parce que les personnes ne pourront plus prendre leur vieille voiture pour aller travailler. Je trouve qu'à un moment donné, il y a un malentendu sur ce qu'il convient de faire. Et effectivement, peut-être que la voiture toute neuve, mais qui pollue moins, mais pour laquelle finalement la construction a pollué 10 fois plus, c'est pas la solution, quoi. Effectivement, mais ça montre toute la complexité aussi des solutions. Et puis honnêtement, je comprends toute la prudence que les chercheront et que tu as sur ces thématiques-là, parce que la solution miracle, elle n'existe pas de toute façon. Et on ne peut pas dire oui, mais c'est à cause de la voiture, c'est à cause du nucléaire, c'est à cause de telle industrie. Mais non, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'autres implications, il y a des besoins sociétaux aussi. Donc, bon, en tout cas, c'est intéressant. On avait prévu d'aborder une notion. Est-ce que tu souhaites le faire ou C'est comme tu veux, en fonction du temps et des questions. On a encore le temps. Il est quelle heure là ? Il est 10. Oui, on a encore le temps. On avait prévu pour justement expliquer ce qu'est la psychologie sociale avec peut-être un peu plus de détails, de parler d'une notion peut-être en particulier, même si au final on a abordé plein de notions et je pense qu'on a bien compris tout l'intérêt qu'avaient les études en psychologie sociale et environnementale justement sur l'éclairage de ces problématiques. Mais peut-être quand même qu'on pourrait en parler un petit peu parce que c'est des thématiques en lien avec ce qu'on vient d'aborder et qui sont vraiment des termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et je pense que beaucoup d'entre nous ne savent pas forcément tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc je te laisse la parole, tu voulais parler des thématiques autour de l'urgence climatique. Justement, on vient pas mal d'en parler, de cette question d'urgence climatique. Et c'est vrai que quand on a préparé un peu l'émission, je me suis dit, on va parler de ça parce que ça fait partie de ce qui m'intéresse énormément en ce moment. Parce que, comme on vient de le voir avec les quelques exemples que j'ai pu donner, c'est très complexe et c'est ce qui rend aussi le sujet intéressant. Ça nous en apprend plus sur l'humain. Et j'avais dit à Yannick, il y a deux sujets qui peuvent être associés aussi à cette question de l'urgence climatique. C'est le climato-scepticisme et l'éco-anxiété. Donc je donnais l'exemple. On a fait un travail l'année dernière avec un collègue en psychologie cognitive, Bastien Trémolière, qui malheureusement est parti dans une autre université. mais on était ravis de travailler ensemble sur ce sujet. Et une étudiante de master, Elise Croze, et on avait travaillé juste sur le profil des climato-sceptiques, même s'ils ne constituent que, de mémoire, 25% de la population, ce qui est c'est pas mal, finalement. Et donc, on s'est rendu compte, avec ce travail, que les climato-sceptiques étaient... Alors, encore une fois, ce sont des statistiques, donc ce n'est pas 100% des climato-sceptiques, mais le profil des climato-sceptiques était corrélé avec des croyances paranormales. Donc, ceux qui sont climato-sceptiques ont tendance aussi à avoir des croyances paranormales, un manque de confiance dans la science et des croyances dans les théories du complot. Donc, ça nous donne un profil qui est intéressant de se dire, finalement,
les climato-sceptiques, de façon générale. Encore une fois, vous allez me dire, oui, moi, j'en connais, mais qui ne sont pas comme ça. Ce sont des statistiques. Il y a une corrélation forte entre ces variables-là. Et on trouvait ça intéressant parce que ça nous donnait à comprendre aussi des réactions face... là, on était aussi influencé par la situation sanitaire, hein, parce qu'avec cette situation que nous vivons actuellement, qui nous oblige à porter ces masques, on voit bien que les théories du complot, elles existent et elles sont très présentes, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas forcément aussi évident il y a 3 ans. Et donc, voilà, ça nous a bien intéressé de mettre en évidence ce profil et d'essayer de comprendre un peu voilà, comment tout ça a été relié. Et on va continuer à travailler sur ces questions-là. Oui, parce qu'en fait, justement, moi, en t'entendant parler, je me dis, vous avez trouvé des corrélations sur des profils. Est-ce que vous avez commencé à avoir des pistes sur d'éventuelles causalités, sur des liens, enfin, parce que la corrélation ne veut pas forcément dire une causalité, hein, donc c'est peut-être aussi, voilà, pour mettre... c'est pas, voilà, on a c'est des résultats statistiques. Voilà, pour l'instant, on est sur ces premiers résultats et l'idée, c'est effectivement d'essayer de fouiller plus les choses. Et vous avez pour projet de... Oui, on a pour projet de continuer à travailler. Le départ de Bastien. Mais ça ne nous empêche pas, parce que nous sommes en train d'écrire. On lui en voudra à vie. Mais voilà, on va quand même continuer à vivre. Mais on est en train d'écrire l'article sur cette étude. Donc, non, on continue de travailler ensemble et ça fait partie. Moi, justement, je trouvais. Ce qui m'a intéressé en travaillant avec Bastien, c'était de mettre en lien la psychologie cognitive et la psychologie sociale. Alors, pour ceux qui ne sont pas en psychologie, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? On va commencer par là, au final. Mais c'est vrai que la psychologie cognitive, on est vraiment sur les processus cognitifs, comment fonctionne notre cerveau, on va être plus sur ces aspects-là. Et nous, en psychologie sociale, on est plus sur les interactions sociales et comment ces interactions nous permettent de comprendre aussi un certain nombre de réactions, comment nos réactions sont influencées par les autres, par la présence des autres, par exemple. Et donc, en travaillant de concert avec ces deux approches-là, on arrive à des choses qui sont assez intéressantes. Et oui, moi, j'ai bien envie de continuer à travailler. Je trouvais ça passionnant, en fait. J'ai appris plein de choses en travaillant avec ce collègue en psychologie cognitive. Et je trouve qu'il y a des choses à fouiller pour mieux comprendre justement comment fonctionne l'être humain face à toutes ces questions-là. Mais très bien. C'est vrai que ça montre quand même que on a de l'interdisciplinarité, même dans la psychologie, en restant dans les domaines de la psychologie. Et que finalement, ça apporte une complémentarité qui n'est pas si naturelle. Qui n'est pas naturelle, non, parce alors les doctorants, vous avez commencé à vous en rendre compte. Le monde de la recherche est un monde assez cloisonné. Et même au sein de la psychologie, on est souvent dans un tunnel, comme diraient les psychologues, dans un tunnel cognitif, et qui nous empêche de réfléchir. Voilà, blague d'initié. On a perdu la moitié du chat, là. Non, mais voilà, vous comprenez l'idée. Oui. Et voilà, j'évoquais tout à l'heure l'éco-anxiété aussi. Alors, très rapidement, c'est pareil, c'est une thématique, alors que c'est assez à la mode. Il y a des modes comme ça aussi, on en parle beaucoup dans les médias, etc. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la psychologie clinique et la psychologie environnementale s'emparent de cette notion-là. Et d'ailleurs, on est en train de mettre en place un événement à l'Université de Nîmes. Je fais un peu de pub. Oui, on est là pour ça. Donc, le 16 mai, nous aurons une journée d'études sur l'éco-anxiété avec l'Association française de thérapie cognitive et comportementale, donc les psychologues cliniciens, et l'Association de la recherche en psychologie environnementale, avec une invitée de marque qui s'appelle Suzanne Clayton et qui est une psychologue environnementale qui a travaillé beaucoup sur cette question de l'éco-anxiété. Oui, très bien. C'est le 15 mai, c'est ça? 16, oui, le 15 c'était autre chose. Donc oui, notez bien dans vos agendas. Et c'est vrai qu'une thématique dont on entend beaucoup parler, je trouve ça bien quand même d'expliquer un petit peu. Je te propose de passer à la suite de notre émission. Alors voilà, l'idée c'était d'avoir un petit moment un petit peu plus léger et de demander à notre chercheur de venir avec un objet ou une anecdote à raconter, ou les deux. Karine a choisi une anecdote à nous raconter pour illustrer un petit peu les conditions de la recherche. Oui, alors ça c'était pour illustrer la recherche de terrain. Donc, comme j'ai dit au début de l'émission, j'ai travaillé
après ma thèse pendant et après ma thèse sur les situations dites extrêmes. Et donc, je me suis retrouvée à atterrir sur la station Concordia en Antarctique, là où 15 hivernants venaient de passer un an sans voir une femme depuis un an. et donc, on était deux, parmi les personnes à descendre de cet avion, on était deux femmes, donc une qui était connue parce qu'elle avait déjà participé à une mission d'été, et puis moi qui descendais. Puis moi, on m'a dit, mais qui c'est elle? Qui tu es toi? Qu'est-ce que tu viens faire? Je dis, je suis la psychologue qui vient pour le débriefing de fin d'hivernage. Et ils m'ont dit, non, c'est pas toi, la psychologue, c'est une grande blonde. J'ai dit, non, c'est moi, la psychologue. Et après, j'ai compris que, en fait, comme je m'appelle Karin Weiss, ils avaient imaginé que j'étais une grande blonde suédoise, allemande ou norvégienne, une belle femme, blonde, grande, avec tout ce qu'il faut. Et donc, voilà, je trouvais que c'était marrant parce que, bon, après ça, ils ont quand même accepté de me parler, hein, de faire leur débriefing d'hivernage avec moi, la petite brune. Mais ça en dit beaucoup sur les stéréotypes de genre et sur les stéréotypes liés aux noms. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous, avec des noms étrangers en particulier, ont pu souffrir de ces types de stéréotypes, voire de discrimination. Et donc voilà, moi ça m'a amusée parce qu'effectivement c'était plutôt drôle. Mais je trouve que ça interpelle quand même cette anecdote. Se retrouver au bout du monde et se faire dire non, c'est pas toi Karin Weiss parce que t'es pas blonde. Oui. Ouais. Alors qu'ils ont vu que 14 autres personnes pendant un an. C'est ça. C'est quand même c'est très sélectif. Quoi. Voilà. Merci pour cette anecdote très rigolote. Pour la suite, je vais t'inviter à te saisir du dé et du joker au cas où. Donc, saisis-toi du dé qui déterminera le nombre de questions gênantes, puisque c'est la prochaine rubrique auquel tu devras. J'aime pas les jeux. Hein. On va voir si le dé parce que je suis pas bonne aux jeux. Si, le dé même. Une seule question. Et j'ai un joker. Il faut passer sur un dé à 20 faces. Ah ouais, merci Nico. Bonne idée Nico. C'est vrai Tom propose le dé à 20 faces. On n'a pas 20 questions malheureusement. T'en as un sur toi. C'est ça que j'avais vu tout à l'heure en plus. Ah oui, tu veux changer? Non, du coup, on avait regardé une pour l'exemple. Oui, au moins tu as peut-être eu le temps de dire. Non, j'ai pas spécialement eu le temps d'y réfléchir. Je te laisse lire la question. Si tu devais revenir sur un moment de ta carrière pour le modifier, lequel ce serait? Après, l'idée, c'est que après, on peut comprendre que au final, tous les moments de ta carrière, voilà, t'ont conduit ici et que la situation est quand même... Voilà, tu étudies des trucs sympas et tout. Mais bon, si tu devais en choisir un... Non, alors il y a quand même un moment de ma carrière qui a été super difficile pour moi. C'est le fait d'avoir dû avoir un poste de maître de conférence. Alors là, du coup, il y a les doctorants là, qui sont là. Ça va leur parler. À Dijon. Alors, on va peut-être préciser d'entrée que c'est une très belle région. On adore la Bourgogne. Et que Dijon, c'est magnifique. Vas-y, je te laisse continuer. Certes, c'est très joli, il fait très froid. On boit du bon vin, mais on va essayer de ne pas devenir alcoolique. Voilà, c'était un peu la problématique. Et donc, voilà, moi, j'ai très mal vécu le fait d'être dans une université où je n'avais pas vraiment ma place, en réalité, parce que ma discipline n'était pas vraiment enseignée, la psychologie environnementale, même si j'ai apporté des choses. Où j'étais loin de ma famille, où j'ai mal supporté le climat, parce que vraiment il fait froid. J'ai découvert ce qu'était le brouillard givrant à Dijon. Et en fait, le système universitaire ne nous permet pas facilement d'avoir une mutation, de changer d'établissement. C'est très rapidement, il y a c'est très compliqué en fait. Donc moi, je suis restée en poste 10 ans là-bas. En faisant beaucoup d'allers-retours avec Paris, parce que j'avais fait ma thèse à Paris, que j'avais gardé tous mes contacts à Paris. J'ai eu du mal avec la mentalité dijonnaise, il faut le dire aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses qui font que j'ai failli démissionner plusieurs fois. Et donc voilà, je trouve que c'est important de le dire, que le système tel qu'il est fait dans l'enseignement supérieur en France, il n'est pas fait pour permettre l'épanouissement, on va dire, des personnes, parce que quand on ne se sent pas bien quelque part, on n'a pas vraiment de moyen d'en partir. Voilà, c'est pour ça que j'ai passé
Alors, je répondrai après à Carton 10, hein, mais qui nous dit c'est pas vraiment le Nord en plus. Si. Donc, oui, je disais, c'est pour ça que j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches assez rapidement, finalement, pour pouvoir partir de Dijon. C'était ma motivation numéro 1. Et voilà, c'est compliqué. Alors Carton 10, je ne sais pas d'où tu viens, mais au-delà de Montélimar, c'est le Nord. Le Grand Nord, c'est polaire. Hein. De toute façon, le cercle polaire, je crois que c'est Montélimar la limite du cercle voilà. polaire. Officiellement, on vous montrera un globe à l'occasion. Alors après, oui, ça peut paraître... oui, je suis allée en Antarctique et tout ça, mais non, Dijon, c'est pas pareil. C'est plus dur. Non, mais après, alors déjà, merci beaucoup pour cette grande sincérité dans la réponse, mais que je trouve vraiment utile en plus, même pour les doctorants qui regardent, parce que c'est vrai que c'est des métiers qu'on idéalise, c'est des métiers qui sont vraiment des vocations. Et au final, l'expérience que tu as eue, elle est vraiment pas unique. Hein, et je pense que c'est extrêmement dur de se retrouver justement... Vénus, Karine, tu nous as dit 10 ans, hein, c'est ça? Alors oui, en fait, donc, je suis arrivée à... Donc, moi, je suis très mauvaise avec les chiffres et les dates, mais là, c'est pour ça, du coup, ma carrière s'est faite sur des années 0. Donc, je suis arrivée à Dijon en 2000 et j'en suis partie en 2010. Donc, les 2 premières années, je n'étais pas dans l'optique d'en partir, j'étais dans l'optique de m'y adapter, de m'y sentir bien, de faire un bout de ma carrière là-bas, d'y faire ma vie, voilà, de m'installer, etc. Et puis, en fait, au bout de 2 ans et demi, je me suis rendu compte que j'étais heureuse que quand j'en partais, que quand je n'étais pas là. Donc, voilà, c'est là que je commençais à me dire, mince, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait une guerre incestine entre les psychologues sociaux et les psychologues cognitivistes, les psychologues cliniciens à l'Université de Dijon. Enfin, c'était un truc assez horrible. Et donc, même l'ambiance à la fac n'était pas agréable. Et donc, voilà, il y a eu tout un contexte qui fait que c'était vraiment pas sympa. Et donc, disons qu'au bout de 3 ans, j'ai commencé à essayer d'avoir une mutation. Et donc, j'ai essayé pendant, on va dire, 5-6 ans à avoir cette mutation sans que ça fonctionne. Puis après, j'ai passé mon HDR et là, j'ai pu partir sur un poste de professeur ici à l'Université de Nîmes au bout de, on va dire, 1 an et demi, 1 an après mon HDR. Parce que sur les postes de prof, il y a moins de candidats déjà. Donc, c'est plus facile. C'est finalement plus facile de partir en changeant de poste que d'avoir une mutation. Une mutation, c'est quasiment impossible en fait. Ça existe, hein. Bastien est parti sur une mutation. Je parlais tout à l'heure de Bastien. Mais ça existe évidemment, mais c'est très très difficile. Et là, le fait d'avoir ce poste de prof ici, ça m'a permis aussi d'être sur vraiment un poste qui correspondait mieux à mon profil. Et voilà, après, moi, je suis originaire du Sud, donc c'était vraiment une libération d'arriver ici. Mais voilà, c'est vrai que je raconte cette anecdote aussi parce que je sais que pour les jeunes, c'est important de le savoir, parce que c'est pas que c'est tabou, mais c'est comme... ça l'est presque. Hein. C'est comme, voilà, avoir un enfant, on ne vous dit pas tout ce qui n'est pas bien dans avoir un enfant. On ne vous dit pas que vous n'allez pas dormir pendant les 2 premières années. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'on devrait dire aux futurs parents. Mais pareil, quand aux futurs maîtres de conf, on devrait dire aussi qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire et que ce n'est pas évident de pouvoir de vivre avec ça parfois, selon les situations dans lesquelles on va tomber. Alors parfois, ça se passe très bien, hein, mais parfois moins. Oui, non, c'est vrai que c'est... Merci vraiment beaucoup, parce que je pense que c'est vraiment éclairant pour les jeunes, qu'ils soient doctorants ou jeunes maîtres de conf aussi, qui se retrouvent dans des situations comme ça, et je pense que c'est vraiment pas si isolé. Oui. Et au moins, ça permet d'affirmer un petit peu ces expériences-là et de dire qu'on n'est pas tout seul, et donc c'est vraiment un progrès. Merci beaucoup. Et donc Samantha Dried qui nous parle. Samantha, on te salue bien bas, c'est donc Samantha, qui était censée assumer donc le rôle que je tiens aujourd'hui par intérim, puisque Samantha malheureusement est absente. Vraiment, on te salue. Et très dommage que tu puisses pas être là, même si on prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. Et qui nous demande si, au sein du Master Psychologie sociale et environnementale du Nîmes, il y a... Voilà, tu as remarqué qu'il y avait de plus en plus d'étudiants sensibilisés par le changement climatique et qui sont davantage militants. Oui, je pense que oui, les étudiants, ils sont, de fait, ils choisissent aussi souvent cette formation parce qu'ils sont sensibilisés à ces questions-là. Pas tous, hein, il y en a qui... Parce que c'est pas que le changement climatique, le master psychologie sociale et environnementale. On travaille aussi sur des problématiques urbaines, sur des problématiques d'aménagement. On a eu l'année dernière...
une architecte qui est venue, qui a été diplômée de ce master. Donc, on a parfois des profils différents. Mais c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, j'avais fait plusieurs marches pour le climat et les seuls étudiants que j'ai rencontrés, c'était mes étudiants de master. Donc oui, je pense qu'ils sont plus sensibilisés que les autres et plus militants. Alors, et puis Nico, tu nous dis à quand le potager collaboratif à Vauban, mais il faut venir à Vauban. Il existe depuis au moins 8 ans, je pense. Oui, c'est ça à peu près. Ouais, je suis ouais. aussi doué avec les années que toi, on l'a bien remarqué. On va dire 7-8 ans. Ouais. C'est 2003. Il est là, il vous attend. Il y a des parcelles qui ne sont pas utilisées. Il y a vraiment moyen de venir jardiner. Bon, Nico, tu viendras pour voir le jardin partagé. Tu prendras rendez-vous avec Tom pour organiser des soirées jeux de rôle, apparemment. Ça avec des dés à 20 faces. Avec des dés à 20 faces. Et voilà, bon, bah, du coup, merci beaucoup, Karine. Avec plaisir. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, sinon n'hésitez pas, on pourra toujours y revenir dessus. Je te propose de passer à la toute dernière partie de l'émission qu'on a appelée la feuille blanche. Ah oui. Donc tu as les feuilles devant toi, donc on te propose de t'emparer d'une feuille blanche et de faire ce que tu veux dessus. Voilà, pendant 1 minute ou 2, juste le temps de clôturer l'émission, de remercier tout le monde, de voir s'il n'y a pas des derniers messages, des dernières questions, et d'annoncer les prochaines émissions. Donc voilà, je te laisse la main. Et donc moi je vais dire merci à tout le monde dans le chat. Vous avez été très très actifs. Merci, c'était super intéressant. Ça a vraiment enrichi l'émission. Donc on vous encourage à revenir pour nous permettre d'enrichir nos émissions. Merci aussi à Tom à la régie qui aurait pu fournir le dé à 20 faces puisqu'il l'avait sur lui. Merci beaucoup. On se retrouve donc nous la semaine prochaine pour un nouveau vendredi de la recherche. Merci donc bien sûr à les doctorants des sciences qui sont les doctorants des sciences qui ont été très présents. Donc vendredi prochain, un nouveau vendredi de la recherche avec un nouveau chercheur. La semaine prochaine, c'est le 11, donc c'est aussi la journée internationale des femmes de sciences. On aura 3 lives à vous proposer, avec un premier live le matin. Donc tout ça, c'est le vendredi, le matin à 10h. On aura des portraits d'étudiantes, de jeunes chercheuses qui viendront nous expliquer un petit peu leur démarche en sciences. Le midi, on se retrouve avec Axel Cadière, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Nîmes. Et on va vous parler de la fermentation tous les deux, ça va être super. Et l'après-midi, on va parler d'alcool avec Axel. Et si on peut, on goûtera, mais elle m'a dit qu'on risquait de s'empoisonner, donc peut-être qu'on ne goûtera pas. Et l'après-midi, on aura donc des chercheurs et chercheuses qui viendront nous parler de femmes de science, célèbres ou moins célèbres, mais en tout cas qui les ont inspirées, influencées dans leur carrière. Et donc le prochain rendez-vous sur la Web TV, c'est mardi à 18h. Avec Nicolas Leroy pour le roi de l'histoire. Et donc ça balance clairement. Nico qui nous dit comme c'est étonnant comme sujet de la part d'Axel. Effectivement, on s'est fait cette réflexion. Non mais après on va être très, très rigoureux et très scientifique. Alors ça c'est pour les doctorants. Est-ce que vous arrivez à lire voilà. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Parce que cette phrase m'a aidé parfois à me dire qu'il fallait un peu lever le pied et que c'était important de se dire qu'on n'était pas forcément toujours indispensable. Donc, pensez-y. Merci beaucoup, Karine. C'était vraiment une super émission. On s'est bien amusé, on a rigolé, on a parlé très sérieusement aussi. Donc, c'était parfait. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon week-end en suivant et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao à tous. Au revoir.